Alors, je fais une conclusion rapide en 2 diapos pour ne pas vous lasser. Vous êtes bien aimable d'ailleurs d'avoir été patient toute la journée. Ce que je retiens, et après je vous montrerai l'impact pour l'offre de formation, ce que je retiens sur ce qui pourrait être les 4 impacts principaux ou évolutions principales de la réforme. La première, c'est quand même ça le cœur de notre métier, c'est l'action de formation. Et aujourd'hui, on a un champ là-dessus qui est, vous l'avez compris, beaucoup plus ouvert que précédemment et dont d'ailleurs on ne cerne pas forcément encore précisément les contours pour toutes les prestations que l'on pourrait mettre en place. On a des choses très très larges que l'on pourrait faire, beaucoup de liberté pédagogique. Alors pour tous les gens qui ont ce métier un peu à cœur, ça pourrait être que de la bonne nouvelle de savoir que l'on peut, en matière de créativité pédagogique, aller au-delà de ce que l'on faisait jusque-là. La deuxième chose, mais je vous l'ai indiqué ce matin parce que c'est que tous les dispositifs de formation que l'on promeut sont plus proches de l'activité et du travail que d'une activité isolée de formation, tous. Et parce que je range dans cette boîte-là tout le distanciel et tout le digital, parce que le distanciel et le digital, c'est un des meilleurs moyens pour rapprocher la formation de la situation de travail. C'est pas simplement la question de j'ai plus à déplacer les personnes et je lève le frein du temps de l'organisation et du déplacement, c'est aussi, ça me permet d'articuler ce que font les personnes à ce qu'elles font dans l'entreprise, ce qu'elles font en formation à ce qu'elles font dans l'entreprise. Donc c'est une des formes possibles de l'alternance, plus donc tout ce que l'on promeut là, avec la contextualisation professionnelle. Troisièmement, sur 2 dispositifs quand même assez majeurs, les financements forfaitaires, et quelles que soient les difficultés, alors peut-être que vous pouvez contribuer à la réflexion qui est en cours chez tous les financeurs, c'est notamment pour des formations ou des parcours non certifiants, et où on n'a pas le point d'appui de la certification pour faire du forfait, comment on pourrait financer ces parcours-là? De quelle manière on peut avoir quelque chose de forfaitaire qui ne s'appuie pas, parce que vous voyez, pour un permis, pour Cléa, pour une certif, on peut dire j'achète le résultat. Il n'y a pas de problème, hein. Si vous les amenez jusque-là, je vous finance en moyenne à X, pas de problème. C'est ce que les OPCO faisaient majoritairement pour les permis, en disant c'est forfaitaire. Pour les certifs, on peut acheter forfaitaire. Je parlais du CACES à l'instant, je peux vous dire forfaitairement, CACES c'est ça. Après que les gens ils passent 1 jour, 2 jours ou 3 jours, je m'en fous, c'est pas le sujet, vous vous débrouillez. Le tout c'est qu'ils aient la certif. Mais quand il n'y a pas de certification, sur quoi je m'appuie pour faire du forfait? Quel est le résultat que j'achète? Est-ce que c'est un niveau de compétence attesté? Donc je retransforme le non certifiant en certifiant sous forme d'évaluation de compétences ou autre chose? J'en sais rien, mais il y a ici une question clé dans le domaine à venir. Et puis, on est évidemment sur des financements qui sont beaucoup plus attachés à des priorités et donc beaucoup plus ciblés. Donc ça veut dire que dans tous les gens que vous recevez, il y en a peut-être, et il y en aura sans doute de plus en plus, à qui vous direz, pour votre projet, il n'y a pas de solution financière externe, ou très peu. Avant, on pouvait quasiment mettre un dispositif financier sur chaque type de projet, quel qu'il soit. C'est plus vrai. Demain, en tout cas, c'est plus vrai de la même manière. Et donc, pour tous les gens qui font de l'accueil, d'ailleurs auprès des personnes et qui les orientent, la question... alors, ouais, c'est pas évident hein, de dire à quelqu'un ben, comment je fais, où je peux trouver de l'argent, c'est quand même le réflexe, hein, les gens quand ils veulent suivre une formation en disant qui peut me la financer. Ben, qui peut me la financer pour certains types de projets ce sera sans doute en partie l'individu. Ça me paraît être les grandes... Et puis, alors, c'est la question, est-ce que vous arrivez... est-ce que vous arrivez à refaire le lien entre tout ça? Et je vais rajouter un 5e pavé qui n'est pas là, c'est celui qui a été abordé cet après-midi. On a d'un côté, alors je l'aborde de manière un peu économique là, on a d'un côté un marché, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, l'apprentissage il est devenu chauve-souris, hein. C'est-à-dire qu'il est à la fois, il a des poils et il a des ailes, c'est un hybride. Parce que ancré, comme vous l'avez rappelé, dans la formation initiale, mais malgré tout sur un marché et avec des références réglementaires qui sont
incluses dans le champ du travail. Donc on a un hybride. On est sur le seul dispositif, et à ma connaissance, ça n'a jamais existé sous cette forme-là, à chiffre d'affaires potentiellement illimité, puisqu'on vous dit demain, si vous trouvez des jeunes et des entreprises, il y aura toujours quelqu'un pour payer. La limite financière ne se pose pas. Donc, on n'aborde pas ce champ-là tout à fait de la même manière, vous l'imaginez bien, que quand on est sur une somme prédéfinie, et au-delà de laquelle on n'ira pas, quel que soit le succès que vous avez. Là, on vous dit, si vous avez du succès, tant mieux pour vous, et de toute façon, on le financera. Parallèlement, on a un segment entreprise sur lequel on dit, là-dessus, on va beaucoup moins vous soutenir qu'avant. Par contre, vous pouvez faire beaucoup plus de choses qu'avant. Vous gagnez en liberté ce que vous perdez en financement. Bon, c'est-à-dire le même message que ce que l'on donne aux responsables formation d'entreprise, ou aux responsables ressources humaines, ou aux dirigeants. Vous pouvez utiliser beaucoup plus de moyens pour former vos salariés, mais en même temps, débrouillez-vous un peu tout seul. On n'est pas forcément là pour vous aider dans ce type d'investissement. Troisièmement, on a alors c'est celui auquel moi je pense qu'on n'est pas sur un marché au sens où il n'est pas mature. C'est l'individu en tant que tel. Et pourtant, je ne vous ai pas posé la question, mais vous êtes... Si on le prend en termes de volume financier, sur les 13 milliards d'euros, pas tout à fait 14, de chiffre d'affaires cumulé des organismes de formation, on a un peu plus d'1 milliard qui vient des individus directement. Donc c'est un petit 10%, pas tout à fait, hein, 8-9%. Bon. Peut-être que la part chez vous est un peu plus importante qu'ailleurs. Non, pas du tout. Vous avez que du tiers payant. Ah ouais. Vous voyez, je pensais que vous en aviez un petit peu plus. Parce que vos collègues dans le supérieur en ont un petit peu plus. Ouais. Ce qui peut se comprendre. Et donc, du coup, ce marché-là, avec un financement... Ouais, mais ça pose la question ensuite de... Vous voyez, en termes de communication, à qui je m'adresse et comment je m'adresse. Moi, j'ai tendance à considérer aujourd'hui que compte tenu des volumes et compte tenu... de la non-maturité de ce marché, les gens qui disent on va faire du B2C, on va s'agresser aux individus en particulier, etc., ça ne marche pas. Enfin, c'est pas le... Je pense que l'entreprise est encore le vecteur, le meilleur vecteur pour arriver à l'individu. Ouais, je pense qu'il faut passer par là et faire des projets plutôt d'entreprise impliquant les individus que s'adresser aux individus en direct. Moi, j'ai peur qu'on mouline un peu à vide sur beaucoup de choses. Donc, je pense que ça, c'est pas mature et que et l'application et les outils CPF et le mode de financement, ce n'est pas une source d'alimentation du marché de la formation qui va être... Si en plus vous rajoutez l'aléa, enfin hier ça a été explicite, hein, Muriel Pénicaud dit, de toute façon on regardera comment évoluent les dispositifs lorsqu'il faudra arbitrer en faveur de l'apprentissage, et sur le CPF, on a le directeur de France Compétences qui nous disait, oui aujourd'hui on est à 2% des salariés qui consomment à peu près. Bon, si on fait entre 3 et 5% d'ici 3 ans, bon, c'est pas mal. Donc clairement, vous voyez que ce n'est pas un objectif en soi, on s'en fout en fait. Que les gens consomment un peu plus ou un peu moins de leur CPF, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était de dire, chacun d'entre vous bénéficie d'une ressource financière s'il le souhaite, et on a fait ça pour vous, point final. Après, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, mais on n'a pas les yeux rivés sur le développement du CPF, ce n'est pas une priorité. Donc moi, j'ai beaucoup de doutes sur l'existence d'un vrai marché ici. La dernière chose qui est représentée là, c'est le positionnement de l'OPCO. Alors certes, il faut qu'ils fassent le deuil de leur activité d'avant, ça va pas être facile pour tout le monde. Il faut qu'ils se repositionnent sur leur activité réelle. Il va falloir qu'ils se restructurent, ça veut dire... Alors, on parle de moins 20, moins 30% d'emplois dans les OPCO à l'horizon 2020, fin 2020. C'est sans doute à peu près la maille, sauf qu'elle ne sera pas répartie également dans tous les OPCO. Pour certains, ce sera beaucoup moins douloureux que ça, et pour d'autres, on sera, si on n'est qu'à 20 ou 30%, ce sera pas mal. Et donc, du coup, il faut essayer de ne plus les voir tels qu'on les voyait, et il faut qu'eux, arrêtent de se projeter dans un rôle qui n'est plus le nôtre, pour essayer de construire des nouvelles relations partenariales. Enfin, quand même, ils ne sont pas... moins subtils que nous, et donc ils finissent par le voir aussi. Il faut être sur une autre type de relation avec eux,
et je pense que vous allez voir les choses s'inverser assez rapidement, c'est eux qui vont avoir besoin de vous. C'est eux qui vont avoir besoin de vous. Et une partie de leur valeur ajoutée, ce sera la vôtre. En gros, c'est vous qu'ils vont vendre à leurs clients. Et donc, s'ils ne trouvent pas chez vous, ils iront le chercher ailleurs, mais s'ils le trouvent chez vous, ils pourront faire avec. Et puis, il y a la dernière dimension qui n'est pas représentée sur ce graphique, qui est toute la partie de travail avec la région et le volet demandeur d'emploi, où là, vous l'avez bien compris, il y a une ressource, et il y a des... Ah oui, il y a, dans les dispositifs qui augmentent, il y a l'apprentissage, mais il y a aussi le volet demandeur d'emploi sur les premiers niveaux de qualification, parce que ce n'est pas vrai sur tous les niveaux de qualification, sur le premier niveau de qualification, et là, il y a une opportunité. Et la question que je voudrais vous poser, ou en tout cas ce que ça peut ouvrir comme, c'est est-ce que je m'organise pour répondre à des champs que j'ai identifiés et que je segmente, y compris en termes d'organisation, ce n'est pas les mêmes personnes qui s'occupent des mêmes segments, etc. Ou est-ce que j'arrive à avoir une activité intégrée où les mêmes produits peuvent répondre sur différents dispositifs et j'arrive à ne pas avoir une entrée dispositif chez une entrée produit. Ce qui répond en partie à votre question des places, mais qui me paraît quand même pas évident à réaliser, et là encore, qui va supposer un volume d'activité suffisant pour pouvoir le faire. Ceci dit, il n'y a rien d'impossible. Quand on regarde comment c'est positionné, à partir du moment où je suis sur de l'accès à la qualification, sur de la certification, où c'est éligible à l'apprentissage, où je pourrais le proposer sur des niveaux 5-4, y compris sur des demandeurs d'emploi, si j'arrive, après il faut que j'arrive à gérer la diversité des publics, les exigences des certifications. Oui. Mais, ouais, on est d'accord. Il y a une logique de la réforme qui est porteuse, à mon avis, de perte d'efficacité. C'est que le gouvernement avait dit un dispositif, un public, un financeur. Vous voyez, la Caisse des dépôts, le CPF, les salariés, les OPCO, l'apprentissage, les entreprises et les jeunes, la région, le PIC, les demandeurs d'emploi. Sauf que cette segmentation-là, elle conduit chacun à avoir ses pratiques, à avoir ses logiques, et si elle ne connecte pas, elle vous met vous en difficulté pour avoir un produit qui répond à tout ça. Et après, on retrouve les logiques verticales. Je pense que tout l'enjeu, ça va être les organismes qui sont capables de travailler multidispositifs avec des produits identiques et ceux qui vont être obligés de se spécialiser parce qu'ils n'arriveront pas à être sur tout et donc ils travailleront que sur un segment. Donc ça, c'est le positionnement de court ou de moyen terme qui doit être le vôtre, quoi. C'est sur quoi vous vous positionnez exactement, qu'est-ce que vous vous donnez comme objectif par rapport à ces enjeux-là et du coup, quelle forme prend demain votre offre de formation. Et pour ce qui me concerne, je crois que je vais m'en tenir là.